Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Je crois que c'est la combienième année. C'est la quatrième rentrée qu'on fait ensemble. Bien. Donc je félicite, alors on est toujours dans la même classe, la différence. Mais d'abord je félicite ceux qui continuent à venir. Je suis en admiration. Les nouvelles personnes qui arrivent cette année, bienvenue. Pour tout vous dire, moi ça fait quelques bonnes années que je donne certains de mes cours et j'ai toujours un grand bonheur à les partager parce que, comme dans toute chose, la chazara, c'est-à-dire la révision, est toujours extrêmement importante. On veut entretenir les choses, et bien c'est pas juste des one-shots, il faut régulièrement revenir sur elles. Et donc c'est la raison pour laquelle cette année on va encore consacrer un cycle avec l'aide d'Hachem sur tout ce qui a trait au domaine de l'éducation, avec néanmoins une petite nouveauté qui m'a été suggérée par Mme Sandwich, qui est la suivante et que j'ai trouvé forte à propos. Ok, je vais dire les choses au nom des gens qui m'en disent, donc je suis désolé. C'est qu'à la fin du cours, on va rentrer peut-être dans des exercices pratiques. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous faire des jeux de rôle, mais souvent une des grandes difficultés que l'on a, c'est de traduire ce que l'on a entendu dans le domaine du concret. Comme on dit chez nous, tachles, concrètement. Alors, qu'on soit clair, on n'est pas ici dans un domaine de recettes, mais je crois que quand on peut illustrer les choses à travers des exercices, eh bien, ça nous permet de réaliser qu'au fond, non seulement ce sont des concepts, des idées, mais on peut mettre les choses aussi en application. Ce soir, la thématique du début de l'année, c'est, j'ai presque envie de dire que le titre, c'est la conférence. À la limite, on donne le titre, et puis la conférence est terminée. Les encouragements moteurs de la réussite. Donc on a tout dit, on n'a pas posé la question, on l'a affirmé. On va revenir donc sur cette notion d'encouragement et bien sûr on va le faire, on va le mettre en lien aussi avec ce qu'en hébreu on appelle mahmaot, c'est-à-dire l'univers des compliments. On va essayer de corréler les deux et de comprendre pourquoi au fond cette notion d'encouragement est si fondamentale. Et en quoi est-elle véritablement moteur de la réussite et surtout comment est-ce qu'on met ça en application et quelles sont les difficultés justement à le mettre en place. On repart sur quelque chose que la plupart d'entre vous connaissent déjà. On a tous des visions sur la manière dont les choses devraient se passer dans la relation à l'enfant. On a tous a priori une projection sur les choses telles qu'elles devraient être. C'est comme ça, c'est la réalité de l'humain. En toute chose, on imagine ce qu'elles devraient être. On se les représente, et donc la grande difficulté que l'on a, c'est de réaliser que les choses ne sont pas toujours comme on l'avait imaginé. Et ça, c'est ce que l'on retrouvera au fond dans tout ce qui a trait au domaine de l'éducation. Nos enfants ne seront jamais à la hauteur de ce que l'on a attendu d'eux, ne seront jamais à la hauteur de ce que l'on a projeté vis-à-vis d'eux. C'est normal, parce que l'imaginaire ne peut jamais rejoindre la réalité. Et on a tous en tête des images fantasmées sur la manière dont les choses devraient se passer. Et plus encore, quand on regarde ce qui se passe chez les autres et que ce qu'on voit chez les autres, c'est généralement comment ça se passe quand les gens sont en représentation. Donc on pense, on considère que ça va se passer de cette manière. Une des grandes difficultés que tous les parents ont, c'est lorsque les enfants ne correspondent pas à. Alors il y a un livre qui est très intéressant, je suppose que toutes les mamans du monde l'ont déjà lu, les papas aussi, les fameux livres de Laurence Pernoud, n'est-ce pas? Alors il y en a sûrement d'autres qui ont paru entre-temps, je parle de mon époque. J'attends mon enfant, j'élève mon enfant, enfin voilà, c'est différent. Et alors c'est très bien fait ces livres parce qu'on vous explique comment ça doit être. Alors à la limite, comment ça doit se passer pendant la période où une maman porte un enfant, why not? Même si parfois on se dit, tiens c'est marrant, je ressens pas ça, c'est bizarre. Mais bon. Par contre, dans la série J'élève mon enfant, là c'est plus complexe. Parce qu'on a certains âges dans lesquels l'enfant est censé passer un certain nombre d'étapes. Et donc on a envie de voir si ça corrèle bien, si ça correspond bien. Il devrait être propre, il devrait marcher, il devrait s'exprimer, il devrait. Il devrait être sympa puisque je suis sympa avec lui, il devrait dormir puisqu'au fond l'atmosphère est agréable, il devrait. Et il devrait, mais concrètement c'est pas ce qui se passe. Et donc bien sûr, comme tout parent du monde, inconsciemment on en veut un petit peu à cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il crée chez nous une inquiétude. Non pas parce qu'il n'est pas pour l'instant ce qu'il devrait être, mais parce qu'il y a une inquiétude. Est-ce que mon enfant va, et d'ailleurs vous voyez que souvent les parents, quand les enfants correspondent parfaitement à ce qu'ils devraient être, sont très fiers. Pourquoi ils sont fiers? C'est normal. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils sont rassurés.
Car mon enfant rentre dans le cadre de ce qu'on a défini. Et quand l'enfant ne l'est pas, ça génère une inquiétude. Vous le voyez d'ailleurs, tous les pédiatres du monde connaissent ce phénomène, des mamans qui arrivent et qui expliquent que leur enfant, il ne mange pas ceci, il ne veut pas cela. En dehors de cas rarissimes, généralement, c'est pas un problème. Seulement, ton enfant, il ne veut pas, ou il n'a pas envie, ou c'est pas son truc, ou c'est pas le moment, que sais-je. Et c'est sa vie. Et c'est vrai que cette inquiétude-là, puisque l'enfant est à l'origine, souvent on lui en veut. Et donc, quelque part, on ne comprend pas que nous devons accepter de découvrir la réalité de l'enfant et que c'est ça, au fond, la première des choses dont il a besoin. Avant de rentrer dans l'univers des compliments, l'enfant doit ressentir qu'au fond, on l'accepte dans sa réalité. Tu veux pas être propre pour l'instant, tu ne l'es pas. À la limite, l'enjeu, c'est pas une catastrophe. Et ces inquiétudes-là, au fond, sont des éléments bloquants. Et on rentre dans des spirales. Parce que l'enfant sent bien qu'il y a une attente. Les enfants sont des buvards. Les enfants ressentent parfaitement nos émotions, nos ressentis. Les enfants perçoivent parfaitement l'univers des non-dits. Ils ressentent la tension qui existe dans le couple, dans lequel on n'est pas totalement d'accord sur la manière dont on devrait réagir vis-à-vis de lui dans telle et telle situation. Et donc chez l'enfant, ça crée aussi une forme d'inquiétude. Que se passe-t-il au fond? Ça va. Et après, on rentre dans une spirale qui n'a rien de vertueuse. Donc déjà, nous, en tant que parents, notre travail vis-à-vis de l'enfant, quel qu'il soit, c'est de faire en telle sorte que cette inquiétude ne soit pas présente. Ne soyons pas inquiets. On avait beaucoup traité l'année dernière sur la notion de ne pas avoir peur, mais là, l'olihog, pas de dahaga, pas d'angoisse, pas d'inquiétude. Pour que les enjeux ne soient pas plus que ce que représente la chose. Parce que quand il y a de l'inquiétude, alors l'inquiétude, c'est mais qu'est-ce qui se joue derrière? Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce qui se passe? Alors je ne marche pas exactement au même moment que tout le monde. Et alors? Un peu plus paresseux que les autres. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de très rares cas dans lesquels malheureusement ça veut dire que c'est vrai. Mais bon, on ne peut pas exagérer. N'envisageons pas tout de suite ces cas. Ah, c'est vrai qu'un enfant qui, alors peut-être. Et donc, cette inquiétude fait que l'enfant réalise qu'il y a un enjeu, puisqu'il y a un enjeu, donc il va falloir absolument y arriver, puisqu'il faut absolument y arriver, eh bien, c'est là où ça devient difficile d'y accéder. Et donc, quelque part, on est dans un univers dans lequel on est en train de tout fermer. Une fois que ce point-là, on le travaille, à ce moment-là, on va pouvoir rentrer dans l'univers de l'encouragement, qui n'est pas là pour apaiser l'inquiétude que nous aurions par rapport à une situation, mais qui est là parce que l'enfant en a besoin et ça le nourrit. C'est-à-dire que le point de départ, et c'est pour ça que j'insiste, c'est que si je suis dans l'inquiétude, je peux utiliser par la suite la méthode de l'encouragement pour amener l'enfant à quoi? À apaiser mon inquiétude. Donc l'encouragement ne remplit pas sa véritable fonction, puisqu'il n'est là que pour que l'enfant fasse et réalise quelque chose qui pour moi est important, parce que maintenant qu'il le fera, je serai moins inquiet. Donc on va l'encourager, bravo, c'est super, nanani. C'est comme les parents qui sont tous autour du pot, en train d'applaudir. Pardonnez-moi avec tout le respect que je dois aux parents éventuels qui l'auraient fait, c'est un ridicule achevé. Parce qu'au fond, c'est quoi ici? C'est des parents très inquiets. Et donc l'enfant, il est là, il l'encourage, pourquoi? Ah, super, donc on est moins inquiet. Et c'est pas ça qu'on cherche. Donc déjà, on met de côté l'inquiétude. Gros travail, surtout quand il y a des belles-mères. On a le bonheur, nous aussi, d'être vos parents, donc je fais partie du club. Parce que tout simplement, souvent, la famille à l'extérieur est génératrice d'inquiétude. Ah, nanana. Moi, je serai toi, mais bon, tu fais ce que tu veux. Hein. On connaît cette petite phrase assassine, qui parfois, un but, c'est de déstabiliser pour prendre le pouvoir. Hein, on connaît. Tu fais ce que tu veux, mais je t'ai mis tellement dans un état d'instabilité que maintenant, tu vas venir et me demander au secours. Technique exceptionnelle pour mettre... La meilleure manière de calmer ça, c'est de dire « Ouais, c'est vrai, ça ne me dérange pas du tout. » Ça vous fait passer pour un parent indigne, c'est pas grave. Parce qu'au moins, vous avez coupé. Ah, il n'est pas encore ceci? Non, c'est pas grave. Comment? Ben oui, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Ah, ça doit déranger? Ah ben moi, ça ne me dérange pas. Vous coupez. C'était juste une parenthèse. Quelle importance. On revient. Donc, on travaille sur cette inquiétude. Si maintenant, ce travail s'est fait,
Et je suis relativement rapide parce que vous allez dire il faut le faire. Maintenant vous allez dire comment on va le faire, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Là maintenant on rentre dans l'encouragement qui va être moteur d'une réussite. Parce qu'une réussite, c'est quand l'enfant réalise quelque chose parce qu'il a envie de le faire et non pas parce qu'il sent qu'il a besoin de le faire pour ses parents. C'est ça la réussite. Réussir, c'est se retrouver en train d'agir parce que tout simplement on ressent profondément à l'intérieur de soi ce désir, parce que ça apporte quelque chose dont on pressent, dont on sent, dont on sait que c'est important. Parce qu'à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une réussite d'existence, parce que ça va être un modèle qui va fonctionner pendant toute la vie. Et c'est pour cela que l'encouragement, moteur de la réussite avec un grand R. Alors comment est-ce qu'on fait? Déjà, première chose, réaliser que les objectifs que nous voudrions qu'un enfant atteigne, ce ne sont pas des objectifs qui sont là pour nous rassurer ou pour satisfaire nos besoins narcissiques, mais ils sont là tout simplement parce que l'on sait qu'un enfant a besoin de passer ces étapes, et qu'elles sont nécessaires, et qu'elles sont importantes pour lui. Donc à nous d'abord de définir quelles sont les étapes nécessaires, quelles sont les étapes importantes. Est-ce qu'il est nécessaire d'encourager un enfant à manger correctement sa soupe quand il a 4 ans? Pas du tout. N'en déplaise à toutes les mamans du monde, c'est l'époque dans laquelle le problème, c'est pas le rapport à la propreté du t-shirt quand on mange sa soupe. C'est l'univers dans lequel on apprend à être autonome dans sa consommation. Je pense à cet exemple tout bête. Donc l'encouragement, il doit être pourquoi? Pour que l'enfant passe des étapes dont on sait qu'elles sont fondamentales pour lui. Et nous, ça ne nous dérange pas s'il ne les franchit pas en temps et en heure, mais on a envie qu'il le fasse parce qu'on sait qu'au fond, grandir, c'est passer ces étapes. Ça se passe dans la tête, qu'on soit bien clair. C'est-à-dire, c'est l'enjeu que l'on met sur les choses qui va déterminer de manière claire la réussite ou pas. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est lui, c'est pas moi. L'enjeu du Birkat Amazon, c'est lui, c'est pas moi. C'est sa relation à Dieu, c'est pas la mienne. L'enjeu de la réussite au bac, c'est pour lui, c'est pas pour moi. L'enjeu de savoir comment se gérer, c'est lui, c'est pas moi. L'enjeu de savoir se débrouiller seul, c'est pour lui, c'est pas pour moi. Qu'on soit bien clair. Moi, j'ai construit ma vie. J'ai bâti une famille. J'ai essayé d'avancer, de progresser. J'ai une responsabilité. C'est de lui donner des outils. Et l'enjeu, c'est qu'elle puisse avoir ces outils pour construire son histoire. Mais moi, je n'existe pas à travers son histoire. Si on est clair dans la tête, alors là, l'univers de l'encouragement va pouvoir produire quelque chose. Si on n'est pas clair là-dessus, l'encouragement pourra produire des résultats, mais ne construira pas nécessairement quelque chose qui amènera à une véritable réussite. Alors l'objectif, ce n'est pas des résultats, l'objectif, c'est une réussite. Parce qu'obtenir des résultats, c'est relativement simple si on met les techniques. Mais un jour, un enfant sera autonome. Un jour, il sera adulte. Un jour, il aura besoin lui-même de s'encourager pour pouvoir se donner les moyens de dépasser certaines situations d'existence. On ne sera plus là pour ça. C'est ça qu'on construit. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, c'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'il y a tous les âges. Vous vous rappellerez sûrement de l'exemple que je vous avais donné, je ne sais plus dans quelle conférence, mais à mon avis, vous vous rappellerez sûrement de ce que j'avais mimé devant vous, d'un enfant qui passe l'étape dans laquelle il apprend à marcher. Vous vous rappelez un petit peu l'exemple ou pas? Je ne fais pas semblant. Alors, je vous ai dit que, désolé pour la caméra, parce que je vais disparaître de son champ pendant 30 secondes, je lui dis voilà, vous me regardez, je fais ça. Vous me regardez, il ne s'est rien passé. Concrètement, j'ai un souvenir. C'est qu'une période de ma vie, quand j'ai fait ça, tout le monde m'a applaudi. C'était quelle période? 11 mois, 12 mois, 13 mois, 14 mois, 15 mois. Je peux demander à ma mère à quel âge j'ai marché, sûrement très tôt. Donc, c'est comme les vents en maths, quoi. Donc, mais j'ai perdu mes carnets scolaires. Donc, pourquoi on m'a encouragé à ce moment-là?
On m'a encouragé, non pas pour marcher. On m'a encouragé quand j'ai réussi moi-même à comprendre que c'était intéressant de marcher. Et qu'on m'a donné une aide à la continuité en m'applaudissant. L'encouragement n'est jamais là pour faire démarrer une chose. L'encouragement est là pour permettre à un enfant, lorsqu'il enclenche une démarche, d'avoir envie d'être dans la continuité de celle-ci. Parce que ce qui est fondamental au fond, c'est la constance. Parce qu'encourager pour avoir des one-shots, c'est sympathique, mais ça ne construit rien. Un enfant, à un moment, réalise qu'il en a marre de se balader en couche. À un moment, l'enfant, il réalise que c'est plus sympa de marcher. À un moment, l'enfant, il dit « Mais waouh, j'aimerais pouvoir lire dans les livres et dans les bandes dessinées. » C'est-à-dire qu'à un moment, l'enfant prend conscience qu'il y a certaines choses qui, pour lui, seraient intéressantes. Maintenant, pour y arriver, il est obligé de faire un effort. Et le problème numéro 1 que nous avons tous et toutes, qu'on soit clair, c'est lequel? C'est la constance. La constance. Au passage, on le voit même au niveau des adultes, vous avez des adultes qui n'ont aucune constance. Ils sont remplis de bonne volonté, ils sont pour. Qu'est-ce qu'ils sont pour? Mais vraiment, c'est très, très vrai, hein? Mais cette constance, cette récurrence ne fait pas partie d'eux-mêmes. La plupart du temps, si vous analysez leur histoire, on les a beaucoup encouragés pour démarrer. C'est-à-dire qu'on ne les a pas amenés à prendre conscience de la nécessité et l'encouragement n'a pas été présent pour être dans la continuité. L'encouragement va être là comme étant élément qui permet d'être dans la continuité d'une démarche dont j'ai compris moi-même l'importance ou dans laquelle je vois qu'il y a un intérêt. Je n'encouragerai jamais un couple à faire un travail de couple. Mais lorsqu'ils commencent à le faire, alors je les encourage, parce qu'ils ont compris que c'était important. Vous n'encouragerez jamais un enfant à faire un choix. Mais le jour où il fait le choix, à ce moment-là, vous allez l'encourager pour qu'il soit dans cette constance et qu'il arrive jusqu'au bout d'une histoire. L'encouragement pour obtenir un départ, c'est quelque chose qui, au fond, permet d'obtenir des one-shots, mais qui, à terme, ne vont pas jusqu'au bout. C'est au passage un grand problème, et ça c'est une parenthèse, dans l'univers de ceux qui veulent persuader d'autres juifs d'aller vers la Torah, et qui les encouragent à le faire. Non. Tu sais que c'est important. Et le jour où tu as commencé à le faire, mon encouragement, il est là pourquoi? Pour te donner la force d'être dans la continuité d'un choix que tu as fait. Observez un petit peu. Et voyez que les échecs sont liés au fait qu'il n'y a pas de constance, parce que l'encouragement était là pour démarrer, et non pas pour développer une continuité dans un choix de démarrage qui appartient à l'individu seul. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire qu'il va démarrer? Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va enclencher? Et c'est ça, c'est un autre sujet qu'on va traiter sûrement cette année, parce qu'il perçoit, il ressent, il comprend l'intérêt d'une chose. Parce que tout simplement, à un moment, il réalise que c'est sympa. Parce qu'il y a quelque chose qui va sortir de là. Il pressent qu'il y a quelque chose qui va aboutir. Soit il le voit, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir faire, je vais pouvoir être autonome, que sais-je. Donc c'est intéressant. Bon, mais après, comme disait l'autre, entre les deux, mon cœur balance. Entre mon état antérieur dans lequel j'étais pas mal, et maintenant la nécessité de continuer, qu'est-ce que je choisis? C'est là où c'est un peu plus compliqué. Un enfant, il comprend que l'étude, c'est important. Il le sait, il le pressent. Il décide d'y aller, il est rempli de bonne volonté. Maintenant, c'est les encouragements au quotidien pour être dans la continuité d'un choix qu'il a fait. Maintenant, bien sûr, il y a des enfants qui n'ont pas besoin d'encouragement pour être dans la continuité. C'est une bracha. Ils ont d'autres problématiques. Vous avez des natures qui savent être dans la constance. Généralement, elles proviennent de parents qui eux-mêmes sont dans la constance. Lorsque les parents sont dans la constance, souvent les enfants vont l'être. Ok, c'est comme ça. Quand nous, les parents, on l'est pas trop, il va falloir faire ce travail pour permettre à nos enfants de le devenir. C'est pas grave, c'est notre job. Ils arrivent dans notre famille, dans notre histoire, avec nos qualités, nos défauts, nos problématiques. C'est pas grave, c'est la réalité de la vie. Et donc là, on va faire cet effort. Comment est-ce que maintenant on encourage? C'est quoi un encouragement? Alors, souvent les gens pensent qu'encourager, c'est dire bravo sur ce qui a été fait.
Ça veut dire quoi, bravo? Quand on vous dit bravo, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Généralement, ça veut dire que on me signifie que ce que je fais, c'est bien. Ben, je suis au courant. Hein. Je suis au courant. Sinon, je ne l'aurais pas fait. La plupart du temps, le bravo, il est là pourquoi? Par rapport à une chose qui a été faite. Mais cette chose, si je l'ai faite, c'est que je sais que je dois la faire. Alors parfois, on va dire qu'on est très satisfait de l'enfant. Erreur. C'est-à-dire qu'en 2 mots, tu considères que toute cette histoire, elle est là pour moi, pour nous, dans la relation. On décale le problème. Non. Le point de départ d'un encouragement, il est très simple. C'est de faire prendre conscience à l'enfant de ce qu'il a fait. Dis-moi, c'est génial ce que tu as fait. Ah, dis-moi, tu as fait ça. Waouh. Alors bien sûr, le waouh, c'est pour donner un peu plus d'ampleur. Et qu'il prenne la mesure que ce qu'il a fait, c'est super. Même si c'est normal. Et dis-moi, wow, t'as fait ton lit. C'est normal, il l'a fait. Ça, c'est signifier. Signifier que quoi? Que l'on a vu qu'il a fait. Vous savez, le point de départ, c'est comme dans une relation de couple. Hein. Un encouragement dans un couple, c'est d'abord faire prendre conscience à l'autre qu'on a vu et qu'on a réalisé ce qu'il a fait, même si c'est normal. Juste signifier à l'autre que l'on a vu. Et que ce qu'il a fait, c'est quelque chose de positif. Normal, mais positif, qu'on le veuille ou pas. Dans la relation du couple, c'est un autre sujet. Il faut dire après qu'à l'autre qu'on apprécie. On montre bien qu'on donne aussi à ce geste-là une dimension signifiante qui est quelque chose qui alimente la relation amoureuse. Et que l'on apprécie ce que l'autre a fait, que l'autre doit faire, mais que néanmoins qui nous apporte. Quoi. Mais ça, c'est dans le couple. Dans la relation à l'enfant, non. Parce qu'on n'est pas dans une relation amoureuse avec l'enfant. En tout cas, pas celle qui est du domaine du couple. Donc déjà, première chose, l'enfant réalise ce qu'on a vu. Donc quand vous rentrez et que vous voyez un enfant qui a fait des choses, quelles qu'elles soient, il faut qu'il sache que vous avez vu. Vous savez, mesdames, vous le savez parfaitement, quand vos conjoints rentrent à la maison respectif, ce qui vous importe le plus, c'est qu'ils voient ce que vous avez fait, même si vous avez fait quelque chose de normal. Tiens, c'est sympa, le pot de fleurs est sur la table. Tiens, que sais-je? D'accord, c'est... Nous aussi, quand on a fait des choses sympas, c'est ce qu'on attend. Juste signifier, j'ai vu, enregistrer. T'as fait ci, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait il y a ça. On peut rajouter super, mais c'est déjà énorme. Tu as remarqué. Donc c'est-à-dire que tu donnes du poids à quelque chose que j'ai décidé de faire, qui est normal, que j'ai envie de faire, mais que j'ai fait. Ça, déjà premier point. Ah, t'as couvert tes cahiers. Ah, t'as fait ceci. Ah, t'as fait cela. Point. Juste. Ah, t'as révisé ton roumage. Ah, t'as fait... Juste. Je te dis que je vois. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'est important. Et nous, les adultes, on sait combien c'est quelque chose qui peut changer l'univers de nos relations. Que l'autre remarque. Remarque qu'il dise, qu'il exprime. T'as rien remarqué? Si. Pourquoi tu ne le dis pas? A fortiori pour les enfants. Donc on n'est toujours pas dans l'encouragement tel qu'on le croit. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour être dans cet encouragement qui va être moteur? Ça, c'est donc le point numéro 2. Eh bien, en premier lieu, il faut que l'enfant réalise que nous sommes bien conscients que être dans la continuité, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'il voit que l'on accepte que être dans la continuité d'un effort, au fond, c'est pas banal. Et que c'est pas normal. Et que ce ne sont pas des choses qui sont si simples que ce que l'on croit. Donc, l'enfant a fait quelque chose. L'enfant a débarrassé. L'enfant a ramené ses affaires à la maison. L'enfant a dit ce qu'il devait faire demain. Parce que c'est là-dessus. Hein. C'est là-dessus que ça se joue. C'est pas sur les 10 sur 10, c'est sur les trucs extraordinaires. Donc des gens disent « Ah, super !» Et après, on va lui dire « Vraiment, c'est très bien ce que tu fais, parce que je sais que
C'est pas si simple de s'en rappeler tous les jours. Point. Donc déjà l'enfant voit que l'on est conscient qu'une chose n'est pas toujours aussi simple et que l'on apprécie. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'enfant va voir dans la répétition de cet acte quelque chose qui lui donne une belle image de lui-même. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que c'est pas simple. Donc le faire, c'est être grand. Et donc à partir de là, lorsqu'il agira à nouveau, il développera une belle image de lui-même. Parce que les gens pensent qu'encourager, c'est dire c'est super, génial, bravo, je suis fier de toi, que la cavote, vraiment, etc. Et tu verras, et tatata. Ok. C'est bien, mais dis bon, c'est quoi? C'est du business que tu es en train de faire. C'est bien de le dire, bien sûr, c'est agréable. Mais ce qui va être moteur de la réussite, c'est quoi? C'est quand, à travers l'effort que je fais, je réalise qu'au fond, je suis quelqu'un de bien. Or, j'ai besoin de savoir que je suis quelqu'un de bien. J'ai besoin d'avoir une belle image de moi-même. C'est fondamental. Cette belle image de moi-même, je n'ai pas envie qu'elle soit sans arrêt dépendante des autres. Donc l'autre me dit, sache qu'au fond, faire ce que tu fais, c'est pas simple. Et donc, quand tu le fais, c'est extraordinaire. Donc en deux mots, quand demain je vais faire cet effort, je me vois quelqu'un de grand puisque je fais quelque chose qui n'est pas si simple. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Je vais vous parler d'un truc tout bête. Parce que c'est un grand classique aujourd'hui, ça s'adresse plus aux mamans, les papas aussi interviennent là-dedans, le domaine des petites filles et du rapport aux vêtements. Les fameuses problématiques de Let's News. Que les filles soient habillées comme bien lutte, que les jupes ne soient pas des ceintures. D'accord? C'est pas ça. C'est très compliqué. Chacun dans son univers, avec son style. C'est pas ça. Donc l'encouragement, c'est quoi? C'est dire, waouh, avec la cavode, hein, parce que ça va pas être ça. Ce qui est vrai. Et donc à partir de là, la gamine, quand demain elle va faire l'effort, qui pour elle peut être un effort, elle va quelque part être prête à s'applaudir. Parce que tout simplement, elle porte sur elle un regard positif à travers l'effort qu'elle a fait par rapport à un point qui est fondamental. Parce que derrière ça, c'est pas un problème de pudeur, c'est un problème de ne pas exister juste à travers le regard que l'on crée chez l'autre. Donc au fond, c'est tout l'enjeu du rapport à la féminité, du rapport à l'autre, et du rapport à ce que je suis réellement. Est-ce que je suis juste quelqu'un qui éveille le désir ou quelqu'un qui existe en tant qu'individu? Parce qu'on n'est même pas dans une problématique de religion, hein. On n'est même pas là-dedans. On est bien au-delà de ça. On est vraiment dans tout le rapport à ce que ça veut dire l'autre. Ça va être donc cette notion. Donc c'est comme ça qu'on va pratiquer à cet encouragement. Donc, on répète, l'encouragement, ça va être d'abord signifier à l'enfant ce qu'il a fait et lui dire qu'on voit dans son acte quelque chose qui n'est pas nécessairement si simple, pour que lorsqu'il va le reproduire, il ait une vision positive et belle de lui-même. D'accord? Est-ce que ce point-là est clair? L'encouragement que l'on ne doit pas mettre en place, c'est lequel? C'est celui dans lequel on rentre dans une forme de business qui marchera. Je suis parfois confronté à des parents qui ont les moyens de leur politique et qui amènent leurs enfants à réussir en leur promettant monts et merveilles, et ils ont les moyens de leur amener les monts et merveilles. Ça démarre par le portable, ça démarre par le iPhone 1, 3, 5, 12, je ne sais plus à quel numéro ils sont. Ça continue par ceci et par ceci et par cela. Et ils disent, regardez, ça marche. L'enfant est rentré dans l'univers du business. Mais comme le parent n'est pas là pour l'enfant, mais pour lui-même, parce que le problème de la réussite de l'enfant dans ce cas-là, c'est pas sa construction, mais c'est que l'enfant renforce l'image narcissique du parent à travers sa réussite. Alors oui, ça marche. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on a derrière. Parce que ce qui est important, c'est pas de savoir techniquement ce qu'on affiche, c'est qu'est-ce qu'on a construit. Un enfant avec qui on a utilisé ce système d'encouragement pour obtenir un résultat, ça marche. Souvent, pas toujours. Quand il accepte de rentrer dans le jeu. Et moi, j'en ai connu certains qui m'ont dit, de toute façon, moi c'est très bien, je rentre dans le jeu parce que je sais que je peux avoir ce que je veux. Ils sont pas fous, hein. Ils sont pas dingues.
Ils ont compris que notre problème, c'est un regard narcissique sur nous-mêmes, que l'on a peur de se sentir un peu dévalorisé parce que l'enfant n'est pas en réussite. Donc, c'est la raison pour laquelle, bon, ils disent, oh, voilà, ça marche, on rentre dans le jeu. Donc, au fond, le rapport qu'ils ont aux choses, c'est par rapport à un résultat immédiat. Quand vous êtes dans le rapport à un résultat immédiat, c'est tout sauf la constance qu'on installe. Donc, c'est vrai que ça, c'est tout sauf un encouragement. Clairement. Maintenant, si on veut du résultat immédiat, si on veut quelque chose que l'on peut produire, alors ça marche. Mais attention, il faut avoir les moyens de sa politique. C'est-à-dire, il faut avoir les moyens de fournir à l'enfant ce qu'il va exiger au fur et à mesure. Et je vous assure qu'ils sont par la suite de plus en plus gourmands. Au début, on ne s'en méfie pas. Et au bout d'un moment, on dit « mais non, mais c'est normal ». Et puis au bout d'un moment, on se sent même coupable de ne pas répondre oui à ces demandes. Rappelez-vous, et ça c'est un des enjeux de notre réflexion sur l'école des parents. Aujourd'hui, dans le cadre des structures que je dirige, que ce soit en France, que ce soit en Israël ou ailleurs, ce que l'on constate de plus en plus, c'est la chose suivante. Et ce, dans tous les univers, dans tous les milieux. C'est que nous avons une génération qui est en train d'arriver, dans laquelle il n'y a pas de colonne vertébrale. Il n'y a pas de colonne vertébrale. Dans une génération de girouettes. Dans une génération dans laquelle ce sont les éléments extérieurs qui déterminent le mouvement des enfants qui ne sont pas ancrés dans quelque chose. Dans des générations dans lesquelles vous pouvez avoir des réussites, mais qui n'amènent pas des êtres construits. La preuve, c'est qu'on ne met pas plus 5 à plus 12, et avoir des vies privées personnelles qui sont totalement dévastées. Et je suis confronté régulièrement à ce genre de situation et c'est hallucinant. Mais pourquoi ? Cette colonne vertébrale n'a pas été mise en place, la notion d'effort et de continuité n'est pas présente, parce que l'univers des encouragements, c'était une stratégie pour obtenir des résultats et non pas pour construire. À partir de là, on va rentrer maintenant dans la phase suivante des encouragements, qui va être celle dans laquelle on va néanmoins parfois aider l'enfant à être dans un passage à l'acte, dans lequel il sait que c'est important, mais il n'arrive pas à mobiliser ses ressources. Je vais vous donner un exemple très simple. Alors, j'aime bien faire du rafting. Et en France, vous faites du rafting dans certaines rivières. Et parfois, quand on fait du rafting, il y a un truc très sympa, entre autres sur certains endroits dans les Alpes. À un moment, on peut s'arrêter, on monte et on peut faire des sauts. Dans certains endroits bien précis où la profondeur de l'eau est assez importante, vous avez un fort courant, c'est très sympa, vous faites des sauts de 2 mètres, de 5, de 7 ou de 12 mètres. Bon. 2 mètres, ça va. Après, vous êtes dans le courant, c'est pas très compliqué. 5 mètres, c'est un peu plus violent. 7 mètres, 7 mètres. 12 mètres, généralement c'est du haut d'un pont, peu de gens le font. Alors on propose, les gens ne sont pas obligés de le faire. Alors généralement comment ça se passe, on y va, c'est une super expérience, c'est très sympa de vous sentir comme ça, et atterrir dans un torrent, c'est assez incroyable comme sensation. Quand vous les avez, ils sont là, donc ouais, on y va. Puis on est là, puis on regarde, oui. Mais lui, pourquoi il le fait ? Parce qu'il sait qu'au fond, c'est quelque chose dont il va être fier. Il va, à travers cette expérience, dépasser quelque chose. Donc il sait qu'il a envie de le faire. Il en connaît l'intérêt. Mais là, il y a un élément qui, en l'occurrence ici, c'est la peur, ou autre chose, qui bloque. L'encouragement, il va être là pour l'aider à être dans un passage à l'acte par rapport à une chose dont lui-même a un profond désir d'aller. On ne l'encourage pas à y aller. Mais une fois qu'il est là, on l'encourage à sauter. Moi, je me rappelle quand... Il y avait plusieurs fois, les personnes disaient « Allez-y ». Non. Qui veut ? Il y en a qui disent « Ouais. » Et d'autres disent « Non, je vais voir les autres. » Mais il y en a qui ils ont envie, donc ils savent, ils vont sauter de haut. Donc ça va être super. Le problème, c'est que... voilà, c'est bon. À ce moment-là, vous encouragez. Parce que la personne, à l'intérieur d'elle-même, elle est convaincue. C'est l'enfant, il veut devenir propre, il a envie. C'est l'enfant, il veut, il a envie. Il a compris. Mais il y a le problème du passage à l'acte. C'est l'enfant qui a envie de se taire à la synagogue. Il a envie, il sait. Mais alors là, l'encouragement, qui peut être aussi une forme de récompense par rapport si tu arrives, va être quelque chose
qui a sa place. Parce qu'il n'est pas là pour générer le désir, mais il est là pour pouvoir être dans le passage à l'acte par rapport à une chose que l'on veut profondément. Vous n'allez jamais encourager à quelqu'un à se marier. Mais celui qui a rencontré une fille, et qu'au plus profond de lui-même sent très bien qu'il a envie de se marier avec elle, mais que... D'accord? Alors vous allez lui donner une aide à la décision. Vous allez l'encourager à dépasser la peur par rapport à quelque chose qu'il veut profondément, mais là, ça bloque. Mais la décision, il l'a prise. Vous n'encouragez pas les gens à monter dans un avion pour sauter en parachute. Mais quand ils sont dans l'avion, vous les encouragez à sauter. Parce qu'ils ont fait le choix. Donc c'est vrai que le travail en amont, c'est de faire en telle sorte que nos enfants prennent conscience de l'importance des choses. Comment est-ce qu'ils en prennent conscience? Ben, tout simplement quand ils voient c'est quoi le bonheur de l'adulte qui vit ce passage qu'eux-mêmes n'ont pas encore vécu. C'est-à-dire le bonheur d'une indépendance, le bonheur de savoir lire, le bonheur d'avoir une relation à son corps en pleine autonomie. Toutes ces choses-là, en vérité, ils vont le voir chez les adultes, chez d'autres enfants, et ils vont avoir le désir d'y accéder. Maintenant, concrètement, certains vont avoir une difficulté à être dans le passage à l'acte. Alors oui, là, l'encouragement pour être dans le passage à l'acte, vous allez le mettre en place. J'ai dit en intro, au tout début, pardonnez-moi, que l'encouragement, c'est une fois qu'il a fait les choses, alors là, pour être dans la continuité. L'élément que je rajoute maintenant, c'est que parfois, le point de départ, il veut, mais c'est compliqué. Pour mille et une raisons, paresse ou autre, mais il veut. Il en a profondément envie. L'encouragement va être l'élément qui va lui permettre d'être dans un passage à l'acte vis-à-vis d'une chose qu'il a décidé qu'il veut faire. D'accord? Ça, c'est donc l'autre élément. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on va rentrer dans un certain nombre maintenant d'exemples un peu plus concrets, même si j'en ai donné un certain nombre, et on va essayer de voir si on peut rentrer dans l'univers de... Alors, je vais vous donner un certain nombre de situations sur lesquelles on pourrait essayer de travailler tous les jours quand on rentre à la maison. Tout d'abord, première chose, nous avons vu apprendre à signifier. Apprendre à signifier. Alors, ce soir, vous êtes venus à la conférence. Certains sont venus en couple. Certains ont un conjoint qui est appelé par d'autres occupations ou alors tout simplement rempli le rôle du babysitter. Donc, en tout état de cause, l'autre a fait quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a décidé que ce qu'il faisait, c'était important. On va déjà faire ce travail de lui signifier. Vous n'êtes pas obligé de dire c'est super d'être venu si vous pensez que ce n'était pas super, hein, c'est clair. Mais vous allez dire à l'autre, ah c'est bien que ce soir on ait réussi à venir ensemble. Ah c'était bien que ce soir tu as réussi à garder les enfants, comme ça j'ai pu y aller, que sais-je. Réapprendre à signifier. Vous allez dire ouais mais attends c'est normal, ouais. Oui, d'accord. Mais je le dis. Vous allez voir au début parfois ça fait un peu bizarre quoi. On est un peu emprunté. Alors là-dessus, je vous rassure tout de suite, hein, c'est tout le problème de la fameuse spontanéité. On est dans un univers, on a été bercé de films en tout genre. On est persuadé que si c'est pas spontané, ça n'a pas de valeur. Spontanément parlant, j'ai pas appris à te dire je t'aime. Je te dirai jamais je t'aime. C'est pas mon truc. Pourtant, je t'aime. Mais ça reste là-dedans. Tout est dans le cœur. Génial. L'autre est très content. Hein. Donc, je ne suis pas spontané, c'est pas moi. Mais je sais que c'est important. Et au passage, rappelez-vous que quand je fais quelque chose qui n'est pas spontané, mais non, je sais que c'est important, je révèle à l'autre son importance de par l'effort que je fais. Et c'est ça la chose la plus importante. Parce que je révèle l'importance qu'a l'autre, parce que je fais quelque chose qui est important pour lui, même si pour moi, spontanément, ça m'est difficile de le faire. Et ça, c'est fondamental. Vis-à-vis des enfants, signifier. T'as fait ceci, t'as fait cela. Tiens, tu t'es servi de chocolat tout seul, super. Tiens, t'as rangé tes chaussettes là. Ah super, j'ai trouvé ce que tu m'avais demandé. Ah c'est génial, t'as fait la course. Ah super. Juste qu'il voit que vous avez vu. Donc, tac là simple, on passe au travail. Hein. Je suis généralement très peu directif, mais là je vais le devenir. Faisons-le.
Faisons-le. Et même si en couple on n'a pas l'habitude de le faire, vous allez voir, ça fait beaucoup de bien en couple. Parce que ça nourrit. On n'est pas là dans une histoire de couple, on est là dans une histoire de relation à l'enfant. Mais l'enfant rentre de la synagogue, il a prié, ou alors il n'a pas fait de bruit, vous dites dis-moi, super, t'as pas fait de bruit. Non, mais il sait qu'il ne faut pas en faire parce que sinon après il n'aura pas de bonbons, c'est pas grave. On l'a vu. Rappelez que vos enfants voient que vous voyez, que vos enfants entendent que vous avez constaté. Ça, c'est déjà un premier point. Donc là, on est dans du travail extrêmement concret. Deuxième point, ne cherchez pas à encourager vos enfants pour faire quelque chose, mais essayez de leur donner les moyens de prendre conscience que cette chose est importante. Amenez-les à faire le choix et aidez-les par la suite à la constance. Ça demande un travail plus important. Comment? Alors, on peut passer par plein d'histoires. Moi, j'adore raconter des histoires sur moi-même, même si elles sont totalement fausses, mais c'est pas grave. Parce que ça permet à l'enfant de réaliser d'abord que son parent a été enfant, et puis ça lui permet de comprendre les étapes. Donc vous allez raconter à un enfant, vous apprends à lire cette année, c'est génial, parce que moi je me rappelle, quand j'ai réussi à lire tout seul les BD, c'est top. C'est intéressant, j'entends des infos que le truc c'est pas mal. Donc c'est donner à l'enfant les infos, qu'il y a certaines choses qui au fond sont bien. Parce que sinon l'enfant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce qui est bien dans l'immédiat. C'est quoi ce qui est bien dans l'immédiat? C'est les films, c'est la télé, c'est les glaces. Aujourd'hui, c'est quoi le drame? C'est que quand vous n'expliquez pas à un jeune que ce qui est bien et ce qui est génial, c'est un couple qui s'aime, le jeune, qu'est-ce qu'il voit? L'immédiat. C'est-à-dire, avec le nouveau, n'est-ce pas, là, vous connaissez la nouvelle application, la géolocalisation, on est dans le même secteur, tu as du temps à perdre, j'ai du temps à perdre, perdons du temps à deux, quoi. Je suis dans le soft. Alors il faut se tenir au courant. C'est ça aujourd'hui. C'est ça, Tarles, là, c'est ça. C'est ça qu'il y a aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça, il sait que ça apporte quelque chose. Oui, techniquement parlant, il y a des cellules nerveuses qui, sous l'effet d'excitation, génèrent des impulsions électriques. Oui, c'est vrai. Mais quand on leur a pas expliqué qu'il y a des choses qui sont géniales, même si on ne les voit pas tout de suite, pourquoi? Comment vous avez envie d'imaginer qu'ils ont envie d'y aller? Ils n'ont pas envie d'y aller, puisqu'on leur en a jamais parlé, ils ne l'ont même pas vu en plus. Si en plus ils ne l'ont même pas vu dans le couple de leurs parents, comment vous voulez qu'ils imaginent que ça vaut la peine? Donc il faut bien leur raconter, il faut bien leur dire. Leur dire le bonheur. Regardez comment un enfant il aime les maths. Quand il voit comment avec les parents jouent avec les maths. Bon, parfois les parents eux-mêmes n'ont pas réussi à jouer avec, donc c'est un peu plus compliqué. Mais c'est un peu ça. C'est découvrir la chose. Découvrir, soit ils le savent, soit ils le pressentent, parce qu'ils l'observent, soit il faut le leur apprendre. D'accord? Donc raconter le plaisir que l'on a de passer une étape. Moi je me rappelle, quand ton grand frère jouait la plume des couches, qu'est-ce qu'il était content. C'est agréable, vous donnez l'info. Passez des infos. Passez des infos. Parce que sinon ils seront après dans des efforts pour atteindre l'immédiat. Et ce que l'on a dans l'immédiat, généralement, c'est pas ce qu'il va construire. Troisième travail à faire, concrètement, c'est donc le compliment pour pouvoir, donc l'encouragement, pardonnez-moi, je ne peux pas parler du compliment, j'avais dit que j'en parlerai, mais pas le temps. L'encouragement pour être dans la continuité. C'est quand l'enfant fait les choses. Quand l'enfant fait une chose, et vous avez vu qu'il l'a faite, alors, une fois qu'il l'a faite, vous lui avez dit d'abord que vous l'avez vu, et là, chacun trouvera ses mots. Mais ce que l'enfant doit réaliser, c'est que l'on est conscient qu'il a dû faire un effort. Et on va lui dire, je suis très fier. Ou alors c'est top. Parce que c'est toujours un peu prise de tête de ceci. Parce que c'est toujours embêtant de faire ça. Parce qu'on n'a pas toujours envie de. Parce qu'au fond, c'est beaucoup plus simple. Et donc, l'enfant, à ce moment-là, réalise, comme on l'a vu, que refaire les choses, c'est ce qui va le faire grandir. Et il va avoir envie de les refaire. Et on va être sans arrêt en train de lui signifier qu'on voit combien il le fait.
et on va lui dire qu'on le remarque. Et au bout d'un moment, il va découvrir le bonheur de ce qu'il est en train de faire. Et à ce moment-là, c'est bon. À ce moment-là, il n'aura plus besoin de ses encouragements pour faire les choses, parce qu'il se nourrira du bonheur qu'il a de faire ces choses qui nécessitaient des encouragements pour pouvoir être faites. À ce moment-là, c'est bon. Il est dans son histoire, il est dans son mouvement, on a rempli notre fonction de parent. Et ça peut arriver très vite. Et qu'on peut arriver à ça avec des enfants à l'âge de 14 ou 15 ans. 14, 15, 16 ans, si on a bien fait le travail, on peut considérer qu'on a fini le travail, que l'essentiel est fait. Ils sont enclenchés dans l'histoire. Parce qu'ils ont maintenant compris le bonheur de faire quelque chose qui a demandé des efforts, mais qui leur apporte aujourd'hui véritablement des bénéfices. Une fois que vous êtes dans le bénéfice de l'effort, vous n'avez plus de problème de faire des efforts, et vous avez compris que même dans d'autres domaines, ça sera la même chose. Donc dans tous les domaines, c'est bon. Et là-dessus, il ne faut pas croire, on peut y arriver très vite. Pas obligé d'attendre que l'enfant ait 18 ans pour ça. On peut y arriver très très vite. D'accord? Avez-vous des questions? Enfin, vous en avez sûrement, puisque généralement, on continue avec les questions. À vous les questions. Questions, remarques? C'est le début de l'année, vous êtes là, tranquille, vous avez rien à dire. Vous avez le droit de pas être d'accord, de dire des choses. Oui. Est-ce que de donner des missions, ça aide à encourager, par exemple, pour aider à grandir, je ne sais pas, par exemple, tiens, cette mission, je te donne cette mission, tu vas rendre tel objet, c'est super flatté, qu'est-ce que ça... Alors, ça fait partie un peu dans la série Votre mission, si vous l'acceptez, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Alors, la mission, c'est bien, mais c'est un one-shot. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est bien. C'est bien parce que quand vous missionnez un enfant, vous lui faites passer un autre message. Le message qu'on fait passer à un enfant quand on lui donne une mission, c'est qu'on le sent capable d'être à l'écoute d'une demande, et donc il y a une forme de responsabilité. C'est-à-dire, on lui montre qu'on a un rapport de confiance avec lui. Si demain, pardonnez-moi, je vous donne une mission, alors qu'est-ce que vous apprenez de ça? C'est que j'ai une relation de confiance. Je vous fais confiance puisque je vous demande d'agir et de faire un certain nombre de choses. Mais mission, récupérer toutes les chaussettes, c'est pas une mission. C'est vraiment une mission, parce que ça, tout le monde sait le faire. La mission qui véritablement est valorisante, c'est celle dans laquelle on demande à l'enfant de faire quelque chose de particulier, qui montre qu'on lui fait confiance. Voilà, ça oui, mais dans l'univers, en fait, dans ce qu'on a développé, on est sur un autre axe. Là. Oui. Est-ce que justement, quand il va rentrer dans cette période où il va compris l'importance de ce qu'il fait, est-ce qu'il va vraiment plus besoin des encouragements? Alors, les encouragements, il en aura besoin jusqu'au moment où il va tirer, non pas compris, mais jusqu'au moment où il va tirer du plaisir. Quand vous avez du plaisir, alors vous avez du désir. Quand vous avez du désir, tout va bien. Le plaisir génère le désir. Et une fois qu'on a du désir, c'est bon. Mais il faut d'abord vivre l'expérience du plaisir. L'expérience du plaisir, c'est pas quelque chose que l'on vit quand on sait que c'est important. On sait que c'est important, on sait que c'est positif, on a envie de le faire, on est là-dedans. On ne ressent pas tout de suite le plaisir de la chose. Je veux dire, c'est comme dans l'étude de la Torah. Le plaisir de l'étude, il n'est pas immédiat. Mais au bout d'un moment, on ressent l'importance. On la connaît et on a envie. Mais on n'est pas encore dans une vibration. Et puis le jour où on est dans une vibration, le jour où on est véritablement dans un moment de jubilation, quand on commence à jubiler, c'est bon, c'est parti. À ce moment-là, vous avez un désir, plaisir, et après vous êtes dans la spirale, mais dans la bonne spirale. Le problème aujourd'hui, c'est que rappelez-vous que le rapport désir-plaisir, souvent il est là, mais dans des choses qui sont du domaine de l'immédiateté. Et donc on préfère y rester. C'est tout le problème des addictions. Hein. Oui, justement. Le problème des addictions, c'est ça. C'est-à-dire le rapport entre le désir et le plaisir dans des choses qui sont immédiates et qui font qu'au bout d'un moment, on n'a plus d'énergie pour se consacrer à d'autres choses. Et on n'est plus prêt. On est même plus prêt parce qu'on ne sait plus faire. Le drame de l'addiction aujourd'hui, il est là. C'est que
On est dans l'immédiateté du plaisir qui génère donc par la suite un désir, et puis après, hop, on rentre dans une spirale. C'est pour ça qu'on fait tellement attention à ce que nos enfants n'aient pas de portable, enfin, ne tombent pas dans des addictions. Parce que je dis, ça va, faut pas exagérer, soyez cool, bande d'orthodoxes, fermés, coincés, pas du tout. Aucun problème, je prends des maquis pas pour en parler. J'ai aucun souci. Les problèmes des addictions, c'est pas un problème de religion. Alors, c'est un problème majeur qu'on retrouve aujourd'hui dans nos sociétés. Aujourd'hui, on a des addictologues, mais c'est ça. Et donc, par la suite, ils sont incapables de se battre. Ils ne savent plus se battre. Donc, encore qu'il y a des obligations dans la vie qui les obligent à faire des choses, parce que s'ils ne les font pas, alors ça ne marchera pas. Mais parfois, l'addiction est tellement forte que même ce genre de choses, elles sont mises de côté. Et là, on rentre dans un vrai problème. Je veux dire, quelqu'un qui est dans une addiction, j'ai beaucoup de peine pour cette personne, parce qu'elle est dans une souffrance. Parce qu'elle est entrée dans un système, elle ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Pour moi, les addictions ne sont pas l'expression de perversion. Ce sont des souffrances qui prennent leur origine dans le fait qu'on n'a jamais appris à prendre du plaisir dans quelque chose qui était du domaine de l'effort. Clairement. Oui. Justement, comment encourager, mais comment encourager dans le sens où comment faire comprendre à un enfant exactement sur le terrain où vous êtes allé, c'est-à-dire on a toujours parlé de la même chose par rapport à Internet, savoir que si les parents ils se tiennent à certaines non pas limites, à certaines interdictions de faire entrer Internet à la maison. Oui. L'enfant, il a besoin d'être comme les autres, il a besoin d'avoir sa tablette, il a besoin de ci, il a besoin de ça, on fait tout son cinéma. Est-ce que on a, entre guillemets, le droit de ne pas encourager cette envie d'avoir absolument comme les autres Internet avec eux? Alors, ici, c'est très complexe. Parce que, bon, vous avez ici, dans votre question, plusieurs problématiques. La première, c'est comme les autres. Moi, la question que je me pose, c'est qu'un enfant demande ça alors qu'il sait que l'univers familial a mis des cadres. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce que l'enfant est en train de me signifier? Est-ce qu'il n'est pas en train de me dire à travers cela que le cadre que je lui propose ne lui satisfait pas et que pour lui, c'est une manière de me le dire? Peut-être. C'est une hypothèse. Vous savez que dans l'univers de la relation à l'enfant, à l'autre, on est dans des hypothèses. C'est une des hypothèses que je vais faire. La seconde, c'est que c'est peut-être un enfant qui est dans une vision très fantasmée de ce qu'il va pouvoir vivre à travers cette expérience. Donc ce sont souvent des enfants qui n'ont pas trop en phase avec la réalité, qui sont dans un monde imaginaire, et ça va être, et on va avoir, etc. Troisième, c'est qu'ils n'ont pas entendu la chanson de France Gall, « Résiste, prouve que tu existes ». Et donc, à partir de là, ils ont le problème de se conformer à l'environnement social. Donc, suivant les cas, le travail sera différent. Dans un cas, ça sera leur apprendre à exister en dehors du regard de l'autre. Dans le second cas, ça sera de comprendre qu'est-ce qui fait que notre enfant est tellement dans son monde imaginaire. Dans le troisième cas, ça sera de savoir, mais au fond, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir rejeter en nous disant son désir d'avoir cet objet qui, justement, ne fait pas partie de nos normes. Voilà. Ça, ce sont trois hypothèses de travail. Il y en a d'autres. Ce sont les trois premières. Maintenant, c'est sûr et certain que un enfant qui s'ennuie à la maison a envie d'une tablette, a envie d'autre chose. Un enfant qui a une dimension très ludique présente à la maison, de temps à autre va dire « Ouais, je veux une tablette parce que ça se fait, mais il n'en a pas vraiment besoin. » Sauf si pour lui c'est une manière de signifier, etc. Et tout. Alors là, il va dire quand même. Mais dans ce cas-là, bon, très bien. N'oubliez pas que quand, dans ce genre de situation, on découvre et donc on essaye de travailler dessus. Voilà, c'est un petit peu les trois axes. Je suis très contre. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans ce sujet, de parler d'interdiction. Parce que pour moi, dire à un enfant c'est interdit, il va dire bon d'accord, tu appartiens à la catégorie 2 qui est de ceux qui interdisent. Donc il nous a classifiés. Les enfants qui font des classifications de genre au niveau des parents, c'est pas bon. Tu appartiens à tel groupe. Par contre, on peut leur dire écoute, non, c'est aucun intérêt. Aucun intérêt. Parce que tout simplement, très sincèrement, moi quand un enfant me parle de ça, je lui dis tu sais, je sais très bien qu'une fois que je suis dessus, c'est très attractif. Enfin, moi personnellement, ça ne m'attire pas du tout. Mais bon,
Parce que tout simplement, j'ai pas le temps. Puis je vois pas d'intérêt de surfer, de se balader, de voir des trucs sans arrêt, c'est mal à la tête. Mais ça peut l'être pour les gens qui n'ont rien d'autre à faire dans leur vie. Donc à partir de là, j'ai décidé qu'il valait mieux pas parce que ça sert à rien. J'ai pas envie de me retrouver au bout de 4 heures et de me regarder et de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait de ces 4 heures. On lui raconte au fond qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de nous pour dire qu'on n'est pas intéressé. Même s'il dit ouais non, mais moi ça sera pas la même chose, je dis oui t'as raison, mais bon c'est pas grave. Si pour lui il s'intègre mieux à l'école, il va travailler meilleur. On connaît. Et vous allez voir, je vais bien travailler, quand tu m'achèteras ça, je serai un super élève, la dernière calculette, le dernier machin. Et comme par hasard, si tu m'offres le cahier griffé, je sais pas c'est quoi les dernières griffes, d'accord, Justine Bieber, ou je sais pas, le truc, voilà. Alors là, je vais être un super bon en maths. Mazatov. Bon, je sais pas Bichrad si lui sait faire des maths. Mais c'est intéressant. Et moi, j'adore les... Je me rappelle, j'ai des souvenirs émus, bon, tu sais, maintenant les enfants ont grandi, mais j'ai des souvenirs passionnants des achats scolaires. C'est un moment génial. Surtout quand vous observez ce qui se passe autour. Et quand vous voyez les manipulations que font les enfants pour avoir le truc qui va leur permettre d'être identifiés. Et alors les arguments qu'ils utilisent. Et les parents, ils tombent dans le piège. Parce que l'enfant, il est tellement... Ils sont tellement mignons à ce moment-là qu'ils nous promettent qu'ils vont être les meilleurs de la classe parce qu'on va leur acheter le stylo griffé. C'est puissant, quoi. Et on tombe dans le piège. Pourquoi? Parce qu'on est déjà dans l'angoisse, que si on ne lui achète pas, il risque de ne pas l'être, et donc ça sera de notre faute. C'est des manipulateurs, ils ont compris comment on marche. Donc, à ce moment-là, vous cassez tout. Bon, écoute, qu'on soit bien clair, avec ce stylo ou un autre, le résultat sera le même. Maintenant, explique-moi, tu as envie de ce stylo, parce qu'il est griffé, parce que tu as envie de le montrer à tout le monde, ça te fait plaisir, tiens, je t'achète. Sur un truc, vous pouvez lui faire le coup, mais vous remettez les choses en équerre. Tiens, on ne veut pas se la raconter, mon frère. T'as envie de frimer devant tout le monde? Vas-y, frime, je t'achète. Allez, je mets 2 € de plus. Pour un truc, de toute façon, il m'a dit Taïwan a été fabriqué dans la même usine que l'autre. Mais c'est pas grave. Fais-toi plaisir. Mais au moins, c'est dit. Vous remettez les choses, et les enfants, à la limite, c'est là où la relation est bonne. Parce que vous dites, ouais, mais non, ça se passe bien. Du non, si c'est comme ça, j'en veux pas. Ça me levait. Parce que l'objectif, c'était bon. Top. Vous avez une question? C'était juste par rapport à, maintenant, l'encouragement par rapport à l'élève, plus par rapport à l'enfant. Je trouve que ce que vous dites, c'est beaucoup plus difficile à mettre en pratique. Pas d'encourager, mais le résultat est moins probant. Ça veut dire que vous dites qu'il faut encourager à partir du moment où l'enfant déjà a fait le choix, a fait un choix. Je parle au niveau du comportement, pas au niveau des résultats, évidemment. Alors, un élève, je pense que tous les élèves, en vérité, ont fait le choix d'être des enfants bien. Ils ont tous envie d'être des enfants bien, ils ont tous envie de ne pas être... des enfants aimés. D'être aussi. Et de pas être sanctionnés parce qu'ils ont fait une bêtise dans la cour ou autre. Et donc, quand on sait qu'ils ont fait ce choix, on passe notre temps à les encourager, à les aimer, à leur montrer qu'on les aime. Et malgré tout, on a l'impression qu'il y a, pour certains enfants, alors après, il y a peut-être d'autres paramètres familiaux, etc., mais ça ne fonctionne pas forcément, l'encouragement. Parce que l'enfant est habitué souvent à ce que la maison, l'encouragement, ça soit une méthode pour obtenir ce que l'on veut. Donc il est persuadé qu'à l'école, ça fonctionne sur le même principe. Même si on lui démontre le contraire, c'est-à-dire quelque part, on échoue parce qu'on n'est pas les seuls éducateurs, entre guillemets. On n'est pas les seuls éducateurs, et parce qu'il faut que l'enfant, à un moment, accepte que vous deveniez sa référence, donc il décide que ses parents ne le seront plus. Donc ça ne marchera jamais. C'est un vrai choix. Ça ne marche pas. Donc. Ça marche parfois. Parce que parfois, il vaut mieux que les enfants décident que vous soyez, vous, en tant qu'enseignante, la référence, plutôt que ses propres parents. Parfois, ça les sauve. Et c'est pas simple, hein. C'est décider que c'est vous la référence et plus ses parents. C'est dur. Donc, c'est vrai que c'est les cas dans lesquels il faut travailler sur les parents. Et généralement, vous constaterez que ce sont les parents qui devraient être là qui ne sont pas là. Souvent. Mais là, je vais vous dire, c'est des problèmes, moi, qui me terrorisent. Qui me terrorisent parce que on est rendez-vous dans 5 ans, quoi. On voit les choses arriver. Et c'est terriblement angoissant. Aujourd'hui, on met en place justement des structures, en Israël pour l'instant, pour justement permettre à ces enfants-là d'avoir vraiment une maison bis à l'extérieur, parce que sinon, 5 ans après, on sait qu'on peut faire ce qu'on veut. Parce que faire le choix et décider que mon parent n'est plus référence, ça peut sauver un gosse, mais c'est extrêmement difficile, c'est un deuil. Sauf que le parent ne sait même pas qui.
Pardon? Sauf que le parent parfois ne sait même pas qu'il n'est pas un bon référent. Ben parce Donc, que le parent on ne peut pas se de permettre de le lui dire non plus. Il faut le lui dire. Donc, Mais il faut savoir le lui dire. Que le Ça, c'est parent des n'est pas un techniques, bon hein. référent. C'est pour ça qu'on va se revoir plusieurs fois cette année. Pour parler de ce genre de choses aussi. Mais c'est vrai que les enfants... je vais prendre un cas très lourd, mais qui malheureusement existe. Les enfants qui ont été victimes de violences dans la famille ou d'attouchement. D'accord? C'est des choses qui existent, qui sont bien présentes, il faut le savoir. À un moment, il ne faut pas avoir peur de dire que cette personne, ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien. On n'est pas là pour protéger. On est là à un moment pour signifier à l'autre que l'adulte, c'est tout sauf cette personne. D'accord? Et donc maintenant, il va falloir qu'il y ait un autre adulte référent. c'est chaud. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses à un moment qu'il faut savoir dire. L'enfant qui dit oui, mon papa a dit que ceci, ceci, cela. Il faut dire à l'enfant, ton papa dit ce qu'il dit, mais peut-être qu'au fond, il n'a pas appris que. Il a montré qu'on ne dévalorise pas le parent, mais que le parent n'a peut-être pas les éléments qui font qu'il peut être référent. Et là, on rentre dans quelque chose d'extrêmement fin. Ça serait intéressant d'ailleurs dans les formations de profs qu'on en parle, parce que ça fait partie des choses auxquelles de plus en plus l'univers professoral aujourd'hui va être confronté. Mais bon, j'arrête avec cette question ici, parce que là, on rentre vraiment dans... Alors, concrètement, l'encouragement des élèves, ça va être de nouveau ce qu'on a dit, c'est-à-dire leur signifier qu'on a vu, leur dire ô combien on est conscient que c'est pas simple. Ah mais dites-moi, hein, bravo, hein, parce que ça fait une demi-heure que vous arrivez à vous taire alors que je sais que vous n'avez qu'une envie, c'est de parler, mais bravo. Bien leur montrer qu'on est conscient. Leur montrer qu'on sait que c'est pas simple. D'accord? Et c'est ce qui crée une relation, vous ne pouvez pas vous imaginer, j'ai eu le bonheur d'être enseignant. Ce qui me permet de parler aussi un peu, c'est que j'ai enseigné, que ce soit dans des toutes petites classes, il y a la fasra, comme on dit chez nous en yiddish, ou dans le monde universitaire. Donc c'est-à-dire que j'ai quelques souvenirs encore, et c'est vrai que vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça crée une relation de complicité après avec l'enseignant. L'enfant est proche, parce qu'il dit tu m'as compris, tu sais ce qui se passe. Et quelque part, c'est bon, je peux te faire confiance. D'accord, tu sais de quoi tu parles, quoi. Autre question? Oui? L'encouragement des grands-parents avec des petits-enfants, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que ce n'est pas empiéter sur les parents? Vous parlez ici en tant que parent ou en tant que grand-parent? Pardon? En tant que grand-parent, d'accord. Parce que vous auriez pu parler ici en tant que parent pour utiliser ma réponse et la transmettre aux grands-parents. C'est pour ça que je me renseigne. Souvent ça arrive, hein, moi. Toutes les personnes qui ne m'aiment pas, c'est des personnes qui un jour ont entendu dans leur histoire de famille, non mais tu sais, le Mel il a dit ça. Le Mel. Normal. Je dis pas rien, c'est pas le Mel, c'est je transmets ce que j'ai eu le bonheur d'apprendre. Donc, les grands-parents vont parfois remplir un rôle que les parents ne peuvent pas ou n'arrivent pas à assumer. Donc, si les parents le font, les grands-parents, ils sont là pour être dans les extras. Les grands-parents, c'est l'univers dans lequel il y a des choses que chez nous on ne peut pas, mais chez eux on peut. Hein, c'est l'univers dans lequel il y a des trucs. Alors attention, chez eux on peut, c'est pas regarder la télé ou autre. Hein. Chez eux, on a le droit d'avoir de la glace en semaine, Stam, ou du coca en semaine. Alors que le coca c'est Shabbat, quoi. Voilà, les grands-parents, c'est l'univers dans lequel il y a des trucs, voilà. C'est ça qu'on apporte. On a le bonheur d'être grands-parents aussi, donc voilà, ça c'est les grands-parents. D'accord? C'est ces éléments supplémentaires. Ils n'ont pas besoin de faire ce travail si les parents le font. Si les parents ne le font pas, ils ne vont pas se substituer, mais ils pourront le faire quand même. Au niveau des encouragements. D'accord? Donc ça j'ai vu d'ailleurs chez des post-adolescents qui ont été sauvés par leurs grands-parents, littéralement sauvés, parce que les grands-parents savaient
comment signifier ce qu'ils voyaient de positif chez leurs petits-enfants à travers les efforts qu'ils faisaient sur des choses qu'ils devaient faire. Et donc, c'est ce qui leur a donné la possibilité d'être dans la continuité. Chose que les parents étaient incapables de dire parce que les parents étaient tellement en colère contre leurs enfants qu'ils étaient incapables de leur signifier ce qu'ils voyaient chez eux. Donc voilà, oui, les grands-parents peuvent jouer ça. Mais jamais en train de dire à leurs enfants, c'est ça que vous devriez faire. Oui. Dans le cas de figure d'un enfant qui n'a pas besoin de trop d'encouragement parce qu'il s'autodiscipline dans le cadre du scolaire. Oui. Il s'autodiscipline, mais on voit qu'il n'y a pas de plaisir. C'est-à-dire qu'il y a presque une crainte avec la peur de ne pas réussir. Ou on voit qu'il n'y a pas de plaisir. Vous parliez justement de satisfaction, de plaisir au bout du compte. Dans ce cas de figure, on sait qu'il s'autodiscipline. On n'a limite pas besoin de trop l'encourager. On est content de ce qu'il fait, on l'encourage de ses résultats, mais on voit que c'est inné en lui, quoi. C'est instinctif. Mais on voit qu'il n'y a pas forcément de plaisir, c'est plus une crainte de ne pas réussir. Donc là, l'encouragement, il se passe comment? Alors la première hypothèse que je pose, c'est est-ce que cet enfant a envie de vous protéger d'une souffrance que vous pourriez avoir s'il était dans l'échec? Première question à se poser. J'en sais rien. Je parle d'une hypothèse. Et cette hypothèse, elle est là. Oui ou non? Il faut l'examiner. Deuxième hypothèse, cet enfant a peur de l'échec. Pourquoi il a peur de l'échec? Qu'est-ce qui lui fait peur? La réaction de qui? Donc c'est là où en effet, la meilleure manière, c'est que l'enfant voit que même quand on est en échec, c'est pas grave. C'est-à-dire c'est pas grave dans le sens où ça ne génère pas chez nous une réaction disproportionnée. Vous savez, quand un enfant rentre à la maison et qu'il a une mauvaise note, c'est quoi la réaction normale des parents? Mais c'est quoi cette note? La réaction normale, c'est pour chérie, qu'est-ce que tu dois être déçu? Parce que je ne connais pas beaucoup d'enfants qui décident d'avoir 0. J'en connais. Mais on est presque dans l'univers de la pathologie. Là, on est dans des cas très lourds. L'immense majorité des enfants ne veulent pas avoir 0. Maintenant, certains pensent que pour avoir 20, il ne faut pas faire grand-chose. Ils sont dans l'imaginaire que ça marchera. D'autres pensent que s'ils achètent des longues vues sur les faits des copains, ça marchera aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent le 20. Donc quand ça n'a pas marché, ils sont très déçus. Un peu de compassion. Quand un conjoint, quand un mari par exemple, a décidé qu'il allait faire du bricolage, il est persuadé en commençant à le faire qu'il va réussir, sinon il ne le ferait pas. Quand il se retrouve avec le robinet, non seulement maintenant qu'il n'arrive pas à fermer, mais qui en plus fuit partout, au lieu de dire « je t'avais dit de ne pas commencer », on va lui dire « pauvre chérie, on est d'accord, compassion ». Parce que moi, si je sais que je vais me planter, j'y vais pas. Donc si j'y vais, c'est que je pense que je suis capable. Maintenant, le problème, c'est que je n'ai pas fait d'études sur moi-même suffisantes pour réaliser que je ne suis pas capable. Je suis dans l'imaginaire de moi-même. On l'est tous un petit peu. Donc déjà, si vous faites ce travail-là, ça va être très important. Parce que quand l'enfant voit que ça n'a pas marché, vous avez de la compassion, donc déjà, l'angoisse qu'il a par rapport à la réaction que vous pourriez avoir, il a fait disparaître. Donc ce n'est pas la peur d'une réaction qui est à l'origine d'eux. Ce qui est sûr, c'est que si le prof le terrorise quand il a une mauvaise note, c'est un peu ennuyeux. Mais si c'est pas ça, je pense qu'avec ce... C'est un enfant qui a été habitué à avoir un bon niveau dès le départ. Ouais. La classe, donc on disait très intelligent. Hein. Alors dès que par contre ça commence... Voilà. Donc dès que ça commence un peu à baisser, il est là, paniqué, mais je suis tout aussi bon, je suis plus aussi mal. Voilà. J'ai plus l'impression que c'est un peu ça. Très bien. Donc maintenant, vous venez m'amener un troisième élément. C'est deux choses possibles. Soit l'enfant qui a un statut à garder. Donc au fond, c'est un enfant qui, quelque part, a une forme d'orgueil à défendre. C'est pas mal. C'est-à-dire le gosse qui dit « non, je suis le meilleur, je tiens à le rester ». Tant qu'on reste le meilleur et qu'on ne met pas de fer à cheval dans ses camps de boxe, ça va. Maintenant, ce qu'il doit apprendre, c'est à composer avec l'échec. C'est-à-dire, à un moment, lui dire « et alors ?» Voilà. Ça va passer un moment. Et que là, c'est un problème de continuité. C'est-à-dire, au bout d'un moment, le « et alors » va lui permettre de réaliser que c'est pas si grave si à un moment, il n'a pas été, mais c'est sûr que, pardonnez-moi, ici, je travaillerai plus sur la confiance en soi. Qu'il n'ait pas besoin d'exister à travers les résultats qu'il produit. Donc souvent, ce sont des enfants qui ont besoin d'avoir ça pour pouvoir avoir une place. Donc, ils ne réalisent pas qu'ils ont une valeur en tant qu'individu à l'intérieur du groupe. Pourquoi? Ça, c'est encore un autre sujet. Je ne rentrerai pas dedans, mais là-dessus, il y aura un travail à faire. Autre question? Oui. Vous avez utilisé un mot au début, vous avez dit Tarles. Mais quand on
se rappelle un peu sur le début des choses qui étaient, moi je trouve jolies. Par exemple, l'enfant, on doit ressentir, le comprendre et surtout pas être inquiet, de lui faire sentir qu'on n'est pas inquiet de sa réalité, de l'accepter. Mais Tachles, aujourd'hui on vit dans un monde où on voit les efforts de quelqu'un ou la réussite, ou les résultats. S'il se rend compte que l'école, la société, même les parents sont inquiets parce qu'on vit dans un monde où c'est les résultats qui comptent, alors comme on dit, comme pour la Torah, ce qui compte c'est les efforts, c'est pas le résultat, mais n'empêche qu'il vit dans un monde où il va être sacrément en difficulté, et nous on se met à accepter cette difficulté. J'entends. Alors je ne sais pas si vous connaissez, il y a un dessinateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Sampé, Ouais. d'accord, pas San Pellegrino, hein, S-A-M-P. Alors sur une de ces planches, un vieil album, vous avez donc les parents très inquiets parce que l'enfant il mange pas. Et puis sur un autre planche, il dit rassurez-vous, il deviendra comme n'importe lequel de ces adultes. Et vous avez donc une bande d'adultes dans un restaurant. Bon alors, avec l'omelette ou machin, on prend quoi à boire? C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses qui créent des inquiétudes, mais à terme, il ne faut pas se poser de problème, ça se passera. Là, vous parlez d'empreinte de la réussite scolaire. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie de vous dire, ça m'énerve. Parce que c'est sûr que cet univers de réussite scolaire, c'est quelque chose qui crée des stress, mais décidons de ne pas être stressés et de se dire, Ribono Shel Olam, c'est pas le sujet. C'est-à-dire, mais c'est dans la tête que ça va se jouer. Et savoir qu'au fond, ce que j'attends de mon enfant, c'est qu'il produise ce qu'il peut être. Et c'est là où véritablement il arrivera. C'est dès le début, c'est-à-dire on est dans des imaginaires, ils sont au CP, les parents pensent déjà à la terminale S. Ça va mon frère? Attends. J'ai l'impression qu'ils sont stressés dans quelle école, comment. Moi je suis beaucoup plus stressé par une chose, c'est les copains et les copines qu'ils peuvent avoir. Là par contre, là ça me touche beaucoup. Parce que là, pour travailler, c'est beaucoup plus complexe. Le reste, c'est un problème de méthode. Le reste, c'est un problème de temps. Le reste, c'est un problème de négociation avec les profs. Le reste, c'est tout simplement ne pas paniquer. Ne pas paniquer. Ne paniquons pas. Vous avez des gosses, ils se mettent au travail tout seuls. Et les autres, ils ne vous lâchent pas, vous êtes obligés de les avoir. Et ça ne marche pas. Et ils sont là. Et les profs, ils vont. Moi, j'appelle à la maison certains, on était convoqués toutes les semaines. Bah, au Hachem, ce sont des grands garçons, des grandes filles, ça se passe bien. Mais au début, jamais j'ai souvenir de dire qu'est-ce qui va se passer? Et là, il y a une difficulté, on va essayer de voir. Et on essaie de comprendre. C'est-à-dire, pas être dans la projection, arrêtons d'être dans des projections. Notre problème à nous, c'est qu'on est en train de projeter, d'imaginer. Ça va, c'est bon. Et ça, c'est... Alors, c'est une nature parfois, mais ça se travaille. Et parfois dans le couple, on l'auto-entretient, mais tu te rends compte, et on réfléchit jusqu'à 3h du matin. Parce qu'au CM2, il a un problème avec les fractions, je ne sais pas pourquoi ça va. Et parce qu'ils nous ont convoqués pour la 4e fois, ah d'accord, c'est un enfant qui a une difficulté. Oui, on essaye, on réfléchit, on voit, on observe, etc. et tout. Mais l'enfant doit percevoir qu'il n'y a pas d'inquiétude. En mettant de l'inquiétude, on crée l'élément qui fera que les efforts que l'on va faire vont être bloqués. Donc c'est-à-dire on est en train d'amener quelque chose et on freine, on accélère et en même temps on a le frein. Donc ça ne peut pas avancer. Il y a des personnes qui ont des natures inquiètes. C'est vrai. Et c'est très intéressant parce que moi je le vois. Je vais vous raconter un truc personnel. Je ne raconte pas beaucoup. L'autre jour, un de nos garçons m'appelle au téléphone, m'envoie un message et me dit « Papa, peux-tu me rappeler rapidement ?» Et moi, il m'envoie ce message, je le rappelle très rapidement. Et ma femme me regarde et me dit « Mais pourquoi tu le rappelles tout de suite? Pourquoi tu es inquiet ?» Après, je ne vois pas la suite. C'est intéressant de réfléchir. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là à l'intérieur? Et quelque part, je sais que c'est pas bon. Parce que le fait de lui répondre tout de suite, c'est lui faire prendre conscience qu'au fond, il a généré une inquiétude. Et donc, il est inquiet de mon inquiétude. Lui, il m'a juste dit rapidement, parce que tout simplement, il a besoin de gérer un problème rapidement. Mais l'ultra-rapidité, c'est qu'est-ce qui se passe? Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Qu'est-ce qu'il a éveillé en moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est très intéressant. C'est à ça que ça sert un groupe, d'ailleurs. C'est que l'autre en dit de même. Pourquoi tu t'angoisses? Et à la limite, c'est pas pourquoi tu t'angoisses, c'est pas bien. Comprenons. C'est pourquoi, c'est-à-dire en 2 mots, je ne te fais pas le reproche,
Je te dis, réfléchissons ensemble. Pourquoi au fond? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que toi et pas moi, ici, dans cette situation-là, il se passe ça? Et c'est là où c'est très intéressant. Et en effet, il y a peut-être une problématique, une peur, que sais-je, des choses en tout cas, ou alors des choses totalement banales. Et à partir de là, on avance. Donc les inquiétudes, on peut comprendre qu'elles existent. Mais on a un travail, nous, en tant qu'adultes, à faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'inquiète pas pour des choses pour lesquelles là, on devrait s'inquiéter. Où là, vraiment, il y a des enjeux. Mais l'enjeu des fractions et du 10 sur 20 ou du 12 sur 20 ou du 8 sur 20 en telle et telle classe, c'est pas si grave. Et comme c'est pas si grave, là, on va faire un travail. Sans vouloir vous défendre, mais c'est légitime d'avoir peur. Quand on nous envoie un message, son enfant envoie un message, c'est urgent, rappelle-moi. Enfin, c'est légitime. D'abord, il m'a pas dit c'est urgent. Il m'a dit rappelle-moi rapidement. Mais c'est intéressant moi, le fait que je le rappelle rapidement, à la limite, c'est ok. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Vous savez, c'est comme tout, l'autre il arrive en retard. Pourquoi on est toujours en option catastrophe? Pourquoi on est tout de suite en option catastrophe? Cachem Yazor, il ne se passe jamais de catastrophe chez personne. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe? Alors l'inquiétude, peut-être parce qu'on a une nature inquiète. Parce qu'on a grandi dans une nature, dans un univers dans lequel nos parents étaient inquiets. Parce que nous-mêmes, on est dans un état d'insécurité, et donc que sais-je? C'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Après, ça veut dire, ah, c'est pas bien. Non. Ok, j'ai une peur, j'ai quelque chose, ça me renvoie à une histoire, que sais-je? J'identifie, et on sait qu'on a un travail à faire là-dessus. Au passage, je crois que ça, c'est une des choses qui est passionnante dans l'histoire du couple. Dans l'histoire du couple, c'est très intéressant parce que quand on interroge l'autre et qu'on l'amène à essayer de réfléchir sur le pourquoi, on n'est jamais dans le jugement, on est dans l'aide. Pourquoi dans une situation pareille tu fonctionnes comme ça? Mais attention, je ne comprends pas pourquoi, mais je suppose qu'il doit y avoir une raison, et ça serait intéressant d'essayer de la comprendre sans avoir besoin de dire que c'est une bonne ou une mauvaise raison. Parce que la raison elle est souvent très mauvaise, mais elle est là, elle est à l'origine de... Et à partir de là, on est dans des vraies communications et dans des vraies progressions. C'est très intéressant, parce qu'on est toujours dans le problème de l'interprétation. On le dit, mais pourquoi tu es inquiet? On a l'impression que c'est un reproche. En réalité, c'est pas un reproche, c'est... Essaye de réfléchir pourquoi. C'est-à-dire, moi, je suis en miroir, je te renvoie, je t'amène à... On va en parler. Ne te justifie pas, j'ai pas besoin que tu te justifies. J'ai envie de te donner les moyens de comprendre ce qui se joue pour pouvoir passer une étape. Et c'est extraordinaire. D'accord? Autre question? Dernière question? Est-ce qu'il est là? Oui. Y a-t-il une méthode pour aider son enfant à mieux s'orienter, à choisir son orientation? Comment savoir? Quelle classe? Terminale S. Terminale S. Comment savoir à 16 ans? D'abord, est-ce qu'il vous pose des questions? Est-ce qu'il vous pose la question? Il me pose la question, mais il a une vision encore... Qu'est-ce qu'il vous pose comme question? Bah, oui, est-ce que comme d'une informatique, est-ce qu'il y a des débouchés, est-ce que dans tel domaine Alors, c'est très intéressant, un enfant qui est là et qui pose la question, il faut dire, bon, ben, d'abord, dis-moi, est-ce que tu as analysé quelles sont tes qualités principales? Commence à lui faire travailler sur le savoir de ses qualités. Et après, avec ça, d'après toi, quand on possède ce type de qualité, dans quel univers on va être heureux? Travailler sur la notion de bonheur. Être heureux, c'est quand vous arrivez au travail le matin. Moi, quelqu'un me dit, il y a des gens qui me disent « j'aime les chiffres ». Il y a des gens comme ça. Il y en a, il me dit « je fais la compta, j'aime ça ». Il y a des gens qui aiment la compta. Et c'est très bien. Et d'autres qui vous disent, et moi j'aime la psychologie. Et l'autre dit, mais comment tu peux aimer être là en train d'écouter des gens sans arrêt? Pourquoi? Parce que tout simplement, chacun a une nature différente. Donc déjà, aidez-le. Ne serait-ce que ça va être déjà pas mal. Et après, soyez rationnel. Est-ce que ça se transporte? Est-ce que ça ne se transporte pas? Quels sont les débouchés? Et puis, soyez dans le pragmatisme. Mais d'abord, réfléchissez en termes bonheur, c'est-à-dire que ce qu'il va faire, il puisse y mettre des qualités qu'il possède et dans lesquelles il pourra s'exprimer. D'accord? Je vous remercie pour votre écoute. Et deux choses. J'annonce qu'on... Alors, c'est sur quoi? Alors, le 22 octobre, ça sera donc une conférence sur l'enfant face au respect des règles. D'accord?
Et l'autre projet, j'en parle encore. Et à ce moment, vous viendrez le 22 octobre, on vous parlera d'un nouveau projet dont on vous avez parlé l'année dernière, que je ne vous parle pas maintenant, mais je vous en parlerai. C'est au fond le début de la maison de l'école de la consultation, telle qu'on vous l'a promise l'année dernière, le début de la consultation régulière ici, avec des thérapeutes de la maison de la famille sur il y a à la fois les couples et les enfants. Donc, le 22 octobre, on vous annoncera la création de cette entité ici à Lyon. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, là il a tout le monde. Et Shana Tova Mourechet, je vous souhaite tout ce que vous me souhaitez.